Bonjour à tous, ici Lisa Dufaux sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. C'est l'heure de la revue Asie-Pacifique, une sélection de sujets d'actualité alternée d'émissions thématiques sur l'Asie-Pacifique. Bonjour à tous, vous écoutez bien la revue Asie-Pacifique. Dans la revue de presse de ce mardi 12 mars, je vous propose de revenir tout d'abord sur la ratification par le président américain Joe Biden d'un texte qui compte un financement de plus de 7 milliards de dollars pour les Palaos, les îles Marshall et les États fédérés de Micronésie. On reviendra ensuite sur le débat au sein du Conseil législatif de Hong Kong d'un amendement qui vient renforcer la loi de sécurité nationale, un texte déjà très décrié qui a changé le visage politique de la région administrative spéciale de Hong Kong depuis son entrée en vigueur en 2020. On évoquera ensuite les 2 réunions annuelles du Parlement chinois et de la Conférence consultative politique du peuple chinois qui ont eu lieu de manière concomitante. Et enfin, nous finirons ce petit tour de l'Asie-Pacifique en Indonésie, où les États-Unis ont annoncé une aide financière et technique pour le développement de la future nouvelle capitale, Nusantara, déjà en construction sur l'île de Kalimantan. Le président américain Joe Biden a ratifié samedi un projet de loi de financement qui comprend une enveloppe de 7,1 milliards de dollars américains pour 3 États insulaires du Pacifique, à savoir les États fédérés de Micronésie, les Palaos et les îles Marshall, avec qui Washington entretient des relations spéciales à travers des traités de libre association. Le texte comprend le financement des différents organes gouvernementaux pour le reste de l'année fiscale, qui a débuté en octobre 2023. Le projet de loi comprend donc des fonds alloués à ces traités de libre association re-signés l'année dernière avec les 3 pays insulaires du Pacifique. Ces 3 alliés du Pacifique s'inquiétaient du retard du financement dont dépendent de nombreux projets de politique intérieure, tandis que le texte américain était lui-même bloqué au Parlement, au Congrès, pour des raisons de politique intérieure et d'opposition entre les parlementaires républicains et démocrates. Le président des États fédérés de Micronésie, Wesley Simina, a publié une vidéo dimanche dans laquelle il déclare que la route pour la signature de ce texte avait été longue et avait suscité des inquiétudes. Il a aussi évoqué le besoin de maintenir et de renforcer la sécurité et la stabilité dans la région Indo-Pacifique, région stratégique pour les États-Unis qui garde, à travers les traités de libre association ou Compact of Free Association, un accès exclusif aux zones économiques exclusives de ces 3 alliés insulaires du Pacifique, permettant ainsi à Washington de contrer l'influence croissante de la Chine dans la région. La présidente des îles Marshall, Hilda Heine, a aussi déclaré que l'approbation du texte présentait un très grand pas et que le traité de libre association était crucial pour le bien-être des citoyens insulaires et pour la sécurité dans la région. Notons qu'à travers les traités de libre association, les États fédérés de Micronésie, les Palaos et les îles Marshall recevront 7,1 milliards de dollars américains d'aide sur une période de 20 ans, en échange de quoi les États-Unis resteront en charge de la défense de ces îles et pourront interdire l'accès des eaux territoriales des 3 archipels à la Chine. Un projet de loi venant durcir le ton de la loi sur la sécurité nationale a été présenté au Conseil législatif, l'organe législatif de la région administrative spéciale de Hong Kong. Ce nouveau texte, surnommé article 23, prévoit par exemple de la prison à perpétuité pour les cas de trahison, d'insurrection, de sabotage, des peines de 20 ans maximum pour espionnage et de 10 ans pour sédition et pour les crimes liés à des secrets d'État. La collusion avec des puissances étrangères vient, dans plusieurs cas, alourdir les peines de plusieurs années, comme par exemple pour les actes marqués par l'intention séditieuse, punis de 7 ans de prison maximum et jusqu'à 10 ans s'il y a collusion avec des forces étrangères. Cet article 23, comme il est appelé, vient aussi élargir la définition de plusieurs chefs d'accusation, comme la notion de sédition et des secrets d'État, cette dernière notion pouvant par exemple s'étendre aux informations concernant le développement des villes. Autant de modifications qui font craindre de nouvelles atteintes à la liberté d'expression, près de 4 ans après l'entrée en vigueur de la loi sur la sécurité nationale, qui avait provoqué un vaste mouvement de contestation à Hong Kong suite au projet de loi d'extradition et bouleversé la vie politique de la région, poussant par ailleurs de nombreux Hongkongais à s'exiler. Le nouveau texte mentionne aussi, par exemple, qu'une personne pourra être détenue jusqu'à 14 jours avec une limitation de son droit à accéder à un avocat,
contre 48 heures actuellement. Par ailleurs, la possession de publications séditieuses sera punie de 3 ans maximum contre 1 an actuellement, avec un droit pour la police de procéder à des fouilles pour saisir et détruire les publications en question. Le député Peter Coon a demandé au chef de la sécurité de Hong Kong, Chris Tang, si les habitants pourraient être inquiétés s'ils possèdent des journaux tels que le Apple Daily, qui a dû fermer en 2021 suite à des pressions politiques, et dont le fondateur Jimmy Lai est au centre d'un procès pour sédition et collusion avec des puissances étrangères. Chris Tang a répondu que les Hongkongais devraient avoir une bonne raison, une défense raisonnable, selon ses mots, pour justifier de leur possession de telles publications séditieuses. Le Conseil législatif de Hong Kong a commencé à débattre sur le texte vendredi et devrait l'adopter selon l'agence Reuters d'ici la mi-août. Mais ce week-end, le Conseil législatif a convoqué des sessions extraordinaires pour une durée totale de 16 heures afin de discuter du projet de loi, témoignant de la volonté du gouvernement de faire adopter la loi de manière expresse. Le Comité national de la conférence consultative politique du peuple chinois, l'organe consultatif politique suprême de la Chine, a conclu sa session annuelle dimanche. Il s'agit d'un organe consultatif qui discute des sujets qui devront être considérés comme les politiques prioritaires dans l'année à venir. Parallèlement, s'est tenue tout au long de la semaine dernière la 14e Assemblée populaire nationale, l'équivalent du Parlement en Chine, qui a tenu la réunion de clôture de sa deuxième session. Le congrès des 2 sessions, comme on les appelle souvent, est l'événement politique le plus important en Chine. Ce sont ainsi près de 3000 délégués de l'Assemblée populaire nationale qui se réunissent pour fixer l'agenda du Parlement pour l'année à venir. Ces sessions sont toujours très policées et on n'y entend guère des propos qui reconnaîtraient les torts des politiques en cours ou des décideurs. Certaines difficultés économiques ont été évoquées, mais à demi-mot, comme par exemple le ralentissement de l'économie, la crise du logement, la faible demande domestique et le chômage record des jeunes. Le ministre des Ressources humaines et de la Sécurité sociale, Wang Xiaoping, a ainsi déclaré très sobrement que les travailleurs faisaient face à certains défis et problèmes dans l'emploi et que davantage d'efforts étaient nécessaires pour stabiliser l'emploi en Chine. De même, le ministre du Logement, Ni Hong, a évoqué la difficile fixation du marché des biens immobiliers. Enfin, l'Assemblée a adopté un certain nombre de textes et notamment un amendement à la loi organique du Conseil d'État, qui est l'équivalent du gouvernement chinois. A aussi été approuvé le budget de l'État et le plan de développement économique et social pour l'année 2024. Mais si ce sujet vous intéresse, Jean-Yves Heurtebise évoquera plus en détail ces 2 sessions dans l'émission géopolitique de ce vendredi. Les États-Unis ont annoncé jeudi une aide de 2,49 millions de dollars américains pour aider à l'installation de la future nouvelle capitale indonésienne sur l'île de Kalimantan, aussi connue sous le nom de Bornéo. L'annonce de l'aide américaine a été faite par la directrice de l'Agence du développement et du commerce des États-Unis, Eno T. Ebong, à l'occasion de Nusantara Business Forum organisé par l'agence américaine avec 200 représentants gouvernementaux et commerciaux américains et indonésiens pour réfléchir aux coopérations possibles dans le cadre du projet de nouvelle capitale. Le projet de la nouvelle capitale, dont le coût total se chiffre à 33 milliards de dollars américains, a d'abord été annoncé en 2019 par le président Joko Widodo et doit permettre de déménager les autorités politiques et administratives du pays pour désencombrer Jakarta, qui s'affaisse irrémédiablement et est vulnérable aux inondations. Le président, qui a fait du projet une des politiques phares qui doit normalement être continuée par le président futur Prabowo Subianto, veut en faire une capitale intelligente, verte et durable, construite avec des technologies dernier cri. La directrice de l'agence américaine a déclaré que ce partenariat permettrait aux États-Unis de partager ses technologies de pointe et son expertise pour développer des infrastructures durables et soutenir les efforts de l'archipel dans la construction d'une nouvelle capitale de classe mondiale. Eno T. Ebong a également précisé que l'enveloppe comprendrait une aide technique pour développer des infrastructures de ville intelligentes. Autre coopération prévue avec les États-Unis, une délégation de hauts responsables indonésiens issus de l'administration et de la politique en charge de la planification de Nusantara qui se rendront dans 4 villes américaines en avril et qui seront accueillis par l'Agence américaine du développement et du commerce pour apprendre sur les technologies liées aux villes intelligentes et discuter financement et investissement.
Notons que cette aide américaine s'inscrit dans un contexte de lutte d'influence dans la région. Le projet de Nusantara attire ainsi déjà les investisseurs locaux et étrangers, et notamment chinois, singapouriens, japonais et malaisiens. Il a récemment été révélé qu'un consortium chinois était en tête pour remporter un appel d'offres concernant un projet résidentiel dans la future capitale, et la Chine a signé un protocole d'entente l'année dernière pour développer la capitale. C'est donc pour Washington l'occasion de contrer la présence croissante de la Chine dans l'archipel indonésien, mais aussi dans la région. C'était la revue Asie-Pacifique de cette semaine, présentée par Lisa Dufaux pour Radio Taïwan International. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.